Et je le disais, en ce 1er mai, journée internationale des travailleurs, une réflexion sur ce que représente le travail aujourd'hui et plus exactement sur la capacité du travail à émanciper celles et ceux qui l'endossent. Alors pour en débattre, deux invités ce soir. Thomas Coutreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes statisticien et économiste du travail, chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale. Vous co-animez l'association Atelier Travail et Démocratie et vous êtes l'auteur avec Coralie Pérez de cet ouvrage intitulé Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire qui a paru au Seuil en 2022. Face à vous, Bertrand Martineau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, expert à l'Institut Montaigne sur les enjeux sociaux, ancien conseiller social du président de la République Nicolas Sarkozy, ancien directeur général de l'emploi et de la formation. Votre prochain livre, coécrit avec Franck Morel, s'intitule « Le travail est la solution, réconcilier les Français avec le travail ». Il paraîtra aux éditions Hermann le 18 juin prochain. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Il faut finir avec cette idée de valeur travail et surtout en finir avec cette idée que finalement nous n'avons de valeur que parce que nous sommes productifs. Parce que la réforme des retraites, c'est ça. C'est vous allez travailler 2 ans de plus pour être utile à votre pays. Comme si on était réductible à quelques points de PIB. Ça a été vraiment un parcours du combattant. Moi, je me suis dit, avec mon expérience, mes études, j'ai 2 masters, je parle couramment anglais, j'ai 1500 contacts sur LinkedIn, mais je vais retrouver tout de suite les doigts dans le nez, et pas du tout. La volonté aujourd'hui, c'est de permettre à nos concitoyens de progresser. Qui n'a pas envie, dès lors qu'il travaille, de voir son revenu progresser? Nous assistons à un rationnement des salariés dont les salaires sont quasiment gelés quand ils ne diminuent pas depuis des années, et de l'autre côté, à des actionnaires qui se gavent. Moi, je trouve que le télétravail, c'est de la télé, c'est pas du travail. Mais bon, c'est pareil. Il y avait des gens qui expliquaient que les 35 heures, c'était encore trop, qu'il fallait les 32. Et pourquoi pas les 28 pendant qu'on y est? Je ne crois pas que le travail, fondamentalement, émancipe. Je pense que la vraie vie, c'est pas passer son temps à la gagner. Donc c'est pour ça que je suis pour le partage du travail, le revenu universel, le droit à l'oisiveté, même, figurez-vous. Et une interrogation pour commencer, un mystère même peut-être. Comment se fait-il, Thomas Coutreau, que cette notion d'émancipation que l'on liait presque de manière consubstantielle à l'idée même de travail soit pratiquement absente aujourd'hui du débat public? Je pense notamment au discours politique, au discours économique, même parmi les syndicats. Cette notion-là d'émancipation n'est pas au premier plan. Alors moi je dirais que ça fait longtemps que le travail n'est plus synonyme d'émancipation. C'était vrai au XIXe siècle, avec les premiers syndicalistes, les socialistes utopiques qui prônaient l'association, qui prônaient finalement ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'autogestion ouvrière, qui refusaient le salariat, le capitalisme. Mais assez rapidement au XXe siècle, cette aspiration à l'autogestion dans le travail a été marginalisée et l'émancipation a été conçue beaucoup plus par l'emploi, par l'accession au salaire, à la protection sociale et à la consommation. Beaucoup moins par ce qu'on faisait dans son travail, la liberté de faire ce qu'on veut dans son travail. Il y a encore quand même dans les années 70, notamment je pense à travers la figure de Michel Rocard, à travers le PSU, une réflexion sur l'autogestion, sur l'émancipation au travail. C'est quelque chose qui s'est en apparence totalement édulcoré. Oui, quand vous regardez, moi je suis revenu à cette littérature des années 70 sur l'autogestion et en fait on parlait très peu du travail. On parlait beaucoup de vivre et se développer au pays. On parlait beaucoup de démocratie, mais on parlait très peu de travail, d'organisation du travail. Et il y a eu un développement du mouvement des coopératives depuis cette époque, mais qui reste extrêmement marginal. Aujourd'hui, vous avez 40 ou 50 000 sociétaires des coopératives. C'est très peu de monde par rapport aux 25 millions de salariés. Bertrand Martineau, comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez même qu'on préfère parler aujourd'hui de libération du travail, de valeur travail, beaucoup plus dans le fond que, j'allais dire, l'essentiel, l'émancipation? Alors d'ailleurs, déjà, première remarque, et c'est un peu le... Je rebondis sur les interventions, les extraits qu'on a entendus. Enfin, à une ou deux exceptions près, on est dans une caricature absolue, quoi. C'est pas, on n'entend pas une pensée du travail, on entend éventuellement une pensée du non-travail, une caricature sur le travail qui serait une activité humaine uniquement liée à la production. Or, le travail, philosophiquement, c'est beaucoup plus que ça. C'est intrinsèquement lié à la nature humaine. Ça fait partie des choses qui nous distinguent des abeilles. Et les abeilles ne travaillent pas. Marx l'a très bien dit, parce que c'est l'abeille et l'architecte. Enfin, il y a toute une littérature passionnante sur le sujet. Donc,
qu'on ne peut pas réduire le travail simplement à l'acte productif, à l'exploitation productive, etc. De manière générale, il n'y a plus de discours politique sur le travail. Donc il y a un discours sur l'emploi, effectivement. Et je rappelle que le seul moment dans notre société politique où on parle du travail, c'est au moment des retraites. Quand il y a des débats sur les retraites. C'est-à-dire précisément le non-travail, en fait. C'est-à-dire qu'on ne parle du travail que finalement pour s'en libérer, en fait, pour fuir le travail. Mais il n'y a plus de discours construit sur le travail. Et effectivement, on ne parle plus de ces sujets d'émancipation. Alors, il y a évidemment les libéraux, dont je fais partie, qui sont pour la libération du travail, mais c'est un concept dont on pourra reparler. Mais il y a, je pense, une très grande différence entre les politiques, d'un côté, qui ont déserté le champ de la réflexion sur le travail, pour se réfugier de manière souvent assez caricaturale, effectivement, sur les questions d'emploi. Mais du côté des Français, quand on regarde les sondages et toutes les études qui ont été faites par de nombreux instituts ces dernières années, je pense en particulier, alors je pourrais parler de l'Institut Montaigne, mais parlons aussi de l'Institut de la Fondation Jean Jaurès, qui a fait beaucoup de choses là-dessus. En fait, pour les Français, pour les travailleurs, le travail reste une valeur centrale, en fait, dans la construction des identités individuelles et professionnelles. Et en fait, c'est précisément parce que les Français investissent beaucoup émotionnellement dans le travail, et sans doute beaucoup plus que la plupart des pays, qu'ils sont déçus, parce que le travail, en fait, ne remplit pas les promesses qu'ils ont mis dedans. Mais j'ai le sentiment, Bertrand Martineau, que l'espace médiatique, et notamment le champ politique, est saturé de ce mot-là, de ce terme-là de travail. Combien de fois a-t-on entendu parler de valeur travail? Laurent Wauquiez met dans sa campagne pour la présidence des Républicains très en avant cette notion-là de valeur travail. C'est un manque de réflexion, c'est creux pour vous? Si je peux me permettre, oui. Enfin, il n'y a pas grand-chose derrière. Bon, à part des choses tout à fait intéressantes sur la fiscalité du travail, il faut surtout... Alors, bon, le travail est surtaxé, travailler plus est découragé. Il y a plein de choses à dire qui sont du champ économique, mais il n'y a pas tellement de réflexion sur ce que le travail apporte à l'individu, ce qu'il apporte à la société, quelles sont les conditions d'émancipation du travailleur. Alors, il y a certes la question du salaire, et c'est un sujet absolument central, c'est quand même le problème numéro 1 des travailleurs aujourd'hui, mais il n'y a pas que la question de la rémunération. Et moi, je déplore qu'il n'y ait pas ni à gauche ni à droite, la gauche a délaissé le travail depuis bien longtemps de toute façon, a perdu les travailleurs. De toute façon, les travailleurs, ils votent plus à gauche maintenant, très majoritairement, et la droite aussi n'a pas de pensée véritablement sur le travail. Il n'y a pas de discours politique sur le travail. Voilà. C'est quoi, selon vous, Thomas Coutreau, l'émancipation au travail? Il y a mille et une manières de la caractériser, de la qualifier. Comment est-ce que vous définissez cette émancipation qui passe par le vecteur du travail? L'émancipation par le travail, c'est la possibilité de développer ses compétences, ses capacités, son pouvoir d'agir, et finalement sa santé et son activité aussi politique, en étant libre de déterminer la manière dont on travaille, les objectifs pour lesquels on va se mobiliser, et en tout cas de participer, de pouvoir délibérer sur ces objectifs et les modalités de l'organisation de son travail. C'est ça l'émancipation, c'est ça l'apprentissage de la démocratie au travail, c'est cette possibilité de pouvoir participer à la décision sur les conditions et l'organisation de son travail. Et ça, aujourd'hui, c'est très malmené. Alors, ça n'a jamais été la règle dans le système capitaliste, où on sait bien qu'il y a un système de subordination, où le salarié est embauché par l'employeur en échange de sa subordination. Il reçoit un salaire en échange de son acceptation des ordres. Donc le capitalisme, par définition, n'est pas très propice à l'émancipation au travail, mais l'évolution des modes d'organisation du travail depuis une vingtaine d'années a encore aggravé la situation, puisqu'on avait... Alors dans les années 60-70, ce n'était pas la démocratie au travail, mais il y avait des espaces de discussion, de régulation informelle entre les travailleurs, leurs chefs, au niveau des ateliers, au niveau des bureaux, ça discutait, ça se fritait, ça s'engueulait, il y avait des conflits, mais il y avait une discussion possible sur le travail. Aujourd'hui, on a des systèmes de gestion ultra normalisés, ultra bureaucratisés, avec un envahissement de la sphère du travail par ce qu'on appelle aujourd'hui les process, les algorithmes, le reporting, toute une bureaucratisation extrêmement poussée du travail qui fait qu'il n'y a plus ces espaces. On ne peut plus participer en rien quasiment à la détermination de la manière dont on travaille et des objectifs pour lesquels on travaille. Donc si je vous suis, Thomas Coutreau, l'émancipation par le travail passe d'abord et avant tout par le fait qu'on va venir épouser un collectif, qu'on va venir rencontrer d'autres travailleurs. C'est cela qui va nous arracher en quelque sorte à notre condition? On va participer à une œuvre commune, une œuvre de transformation du monde, de transformation
de production ou de production de services ou de production d'activités artistiques, éducatives, tout ce que, enfin, voilà. Et en produisant le monde, on va produire aussi la société et on va se produire soi-même. C'est ça les trois dimensions de la transformation qu'opère le travail. Et c'est fondamentalement émancipateur. Hein. C'est le potentiel émancipateur du travail, il est fondamentalement là. Simplement, il est entravé considérablement aujourd'hui par les modes de gouvernance du travail. On va y revenir justement sur ces entraves-là. Mais Bertrand Martineau, votre définition de l'émancipation au travail, quelle est-elle ? Alors, pour moi, le travail est émancipateur. Pour moi, il y a trois dimensions, en fait, qui sont classiques. Hein. C'est celles qu'on trouve dans la littérature philosophique, d'ailleurs, depuis Karl Marx et puis sociologique. Vous avez toutes les thématiques d'aliénation, c'est-à-dire le fait que le travail est parcellaire, que le travail est absurde, que précisément, vous n'avez pas l'impression de vous construire vous-même en travaillant sur un objet ou en rendant un service. Donc, c'est toutes les thématiques d'aliénation. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans la grande industrie. L'envahissement des process, parce qu'effectivement, on est passé de la fin d'un taylorisme à un envahissement par des process bureaucratiques qui limitent en fait la capacité des personnes à s'émanciper. C'est la première dimension. Il y a une deuxième dimension qui est très classique, c'est les conditions de vie, la rémunération, la dureté du travail, la durée du travail. C'est-à-dire quand vous êtes abruti de travail, quand vous êtes mal rémunéré, etc., vous êtes un citoyen à moitié, vous n'avez pas la capacité de vous exprimer. Voilà, donc ça c'est un vieux sujet et c'est aussi l'objet de toutes les luttes sociales, évidemment. Puis vous avez une troisième sphère, c'est toutes les thématiques de la reconnaissance. Reconnaissance des autres et qui est lié à l'estime de soi aussi. Et c'est-à-dire vous pouvez avoir un métier bien rémunéré, mais qui est déconsidéré. Inversement, vous avez des métiers qui sont peu rémunérés, avec des conditions de travail difficiles, mais qui sont estimés par la société avec une grande estime de soi. Et donc, cette troisième dimension est liée à la place que vous avez finalement dans la division du travail. Et là, c'est la sphère des représentations, des sphères culturelles, c'est la sphère aussi des symboles. Il y a des questions de rémunération symbolique. Et je pense que ces trois dimensions de l'émancipation sont celles-ci. Peu de place dans votre triptyque justement pour cette dimension collective qui a été mise en lumière par Thomas Coutreau. Ce n'est pas ça aussi, aller travailler, ce n'est pas aussi... Allez, encore une fois, rejoindre un collectif ? Mais si, mais ça fait partie... la connectis, ça peut se traduire dans deux des dimensions que j'indiquais, c'est-à-dire les questions de reconnaissance des autres, d'estime de soi, de participation à un collectif. Et le collectif, c'est pas forcément l'entreprise, c'est pas la grande entreprise, c'est le lieu local, c'est le management local, c'est la solidarité locale, c'est la capacité, par exemple, à délivrer localement un bon service, un service de qualité aux clients. En résonance avec ce que vous dites, l'un et l'autre, Dominique Méda, qui s'exprime elle aussi sur l'émancipation au travail. Quand on regarde l'ouvrage de Smith, donc La nature et les causes de la richesse des nations, son premier chapitre est exclusivement consacré au travail. Et il est fasciné par la puissance productive du travail. Et là, c'est un véritable éloge du travail qui est fait, puisque le travail, c'est ce qui va me permettre de transformer le monde, de changer les conditions de vie, de produire toujours plus de bien-être et de richesse. Mais en même temps, chez cet auteur, le travail, c'est une peine, c'est un sacrifice, c'est de la douleur, c'est de la fatigue, c'est de la sueur. Et Marx dira de Smith, mais il n'a rien compris au travail, parce que le travail, au contraire, c'est une passion créatrice. Donc, vous voyez, il y a ce décalage entre l'essence, l'idéal et la réalité du travail. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, une formule de Marx qui dit que si on produisait vraiment comme des êtres humains et pas comme des animaux, alors nos productions seraient comme autant de miroirs où nos âmes rayonneraient l'une vers l'autre. Et Marx dit d'ailleurs, si on produisait comme des êtres humains, je te montrerai ma singularité, mon individualité, tout ce que je suis à l'intérieur. Un extrait de la série documentaire intitulée « Le travail, une valeur en question ». Ce qui frappe dans cette analyse, c'est dans le fond le hiatus terrible entre l'émancipation érigée quasiment comme une valeur et dans le même temps la réalité concrète du travail. Quand on interroge les travailleuses, les travailleurs, ils disent rarement que le travail permet l'émancipation. Thomas Coutreau. Alors, ils le disent rarement, mais ils le pensent. Mais dans la réalité, ce que constatent les spécialistes du travail, les sociologues, les ergonomes, qui observent et qui discutent avec les travailleurs, c'est que les travailleurs produisent comme des êtres humains, contrairement à ce que disait Marx. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le travail humain, c'est quelque chose de profondément vivant, de profondément créatif, inventif. Pourquoi ? Ça, c'est vraiment un des acquis des sciences du travail, en particulier de l'ergonomie. C'est que entre le travail prescrit, ce que votre patron vous dit de faire, et le travail réel, ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs,
il y a un écart considérable. Pourquoi ? Parce que la réalité ne se conforme jamais à la prévision qui était dans les bureaux des ingénieurs. Les bureaux des ingénieurs qui conçoivent les méthodes, qui prescrivent le travail, ils ont une représentation d'un monde idéal, mais le client qui se présente en face, ou l'usager, ou la personne malade, ou... C'est une autre réalité. C'est imprévisible par définition. Et donc le travailleur, la travailleuse est sans arrêt en train d'ajuster son activité aux imprévus qui surviennent en permanence et de faire beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on lui demande de faire. Mais ça veut dire que c'est dans cet ajustement que se loge, j'allais dire, une part de l'émancipation, c'est-à-dire une part de l'inventivité, de la créativité des travailleurs ? Absolument. C'est sans doute le ressort fondamental aujourd'hui de l'émancipation au travail. C'est cet écart irréductible entre le travail prescrit et le travail réel. Et cet écart, le problème, c'est que non seulement il n'est pas perçu par les managers, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la façon dont les travailleurs font vraiment leur travail, mais souvent les travailleurs ne se rendent pas compte eux-mêmes. Parce que c'est souvent des routines incorporées, c'est souvent des manières de faire intuitives auxquelles on n'accorde pas beaucoup d'importance. On croit faire comme le chef a dit. En fait, on fait tout à fait autrement, mais on va pas le verbaliser. Et donc, il y a toute une opacité de ce travail réel qui est un véritable problème pour quand on veut justement travailler cette question de l'émancipation au travail. C'est que la plupart des salariés pensent qu'en fait, ils ne font qu'exécuter des ordres. C'est troublant, Bertrand Martineau, ce qui vient de nous être expliqué ici, l'idée selon laquelle pratiquement les travailleurs s'émancipent sans le savoir. Alors, ce qui vient d'être dit est profondément vrai. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça renvoie aussi... Alors Dominique Méda a cité Marx. Alors, le problème de Marx, c'est qu'il a dit sur ce sujet un peu tout et son contraire. Il y a le jeune Marx, avec cette phrase absolument magnifique qu'a cité Dominique Méda. Bon, le Marx de la maturité a une vision beaucoup plus, justement, c'est ce que disait Thomas Coutreau, beaucoup plus de travail humain comme pratiquement animal, abrutissante en quelque sorte. Et en fait, dans sa jeunesse, je rappelle encore cette idée, c'est la question de l'abeille et de l'architecte. C'est-à-dire... L'abeille peut produire des choses extraordinaires, mais le travail que fournit l'abeille ne sera jamais comme du travail humain, parce qu'effectivement, il y a cette dimension de créativité, d'innovation, de gestion d'incertitude, et cette différence entre le travail prescrit par le chef, et puis le travail réalisé, qui permet de réaliser, par exemple, le besoin du client, et dans lequel l'individu se réalise, quel que soit le travail. Alors, il est clair qu'il y a des travaux, des emplois qui sont plus ou moins créatifs que d'autres, mais en fait, si on regarde bien, toutes les tâches, en fait, peuvent être à plus ou moins, à des degrés plus ou moins élevés, peuvent être créatrices, en fait. Et on distingue les bonnes et les mauvaises organisations du travail selon qu'elles permettent justement aux salariés, aux travailleurs plus généralement, d'avoir cet espace de liberté, et ceux qui ne le permettent pas, en fait. Et la difficulté qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on est sorti du modèle taylorien de la grande industrie à la Charlie Chaplin, des temps modernes, pour aller vers quelque chose qui semblait plutôt plus libre, avec plus d'autonomie. Et dans la réalité, il y a beaucoup d'organisations du travail, alors je ne veux surtout pas généraliser, mais il y a beaucoup d'organisations du travail qui sont toxiques et qui créent des pathologies psychiques. Et qui d'ailleurs ne sont pas forcément liées, comme autrefois, à de la pénibilité physique ou de la durée du travail qui serait trop élevée. C'est pour ça que toute la querelle sur la durée du travail, à mon avis, date de l'ère industrielle. On peut être en burn-out à 35 heures, il y a des cas très, très connus comme ça, avec un management toxique, mais si vous vous sentez bien dans votre travail et que vous avez justement ces différentes dimensions de l'émancipation qui sont réalisées, vous pouvez travailler 43 ou 44 heures sans aucune difficulté. Je reviens sur ce que vous disiez, Thomas Coutreau. Est-ce que c'est pas un peu mince cette marge de manœuvre permise entre l'ordre et l'exécution pour dire que le travail émancipe ? C'est un potentiel. C'est un potentiel. La difficulté, évidemment, c'est que ce potentiel reste le plus souvent, comme je disais, opaque, inconnu. Il n'est pas exploité politiquement, syndicalement, pour créer une force collective. Alors, c'est vraiment là un des enjeux majeurs de ce que j'appelle une politique du travail vivant, qui serait de promouvoir la prise de conscience par les travailleuses et les travailleurs de la puissance de leur travail réel. Cette idée finalement que plus on sait ce qu'on fait vraiment, et plus on s'aperçoit de ce qu'on vaut vraiment. Et je pense qu'il y a un enjeu majeur de fierté ouvrière, je dirais d'une certaine façon, de reconquête de la fierté des travailleurs et des travailleuses dans l'élucidation
de ce travail vivant, de ce travail réel, et de cette capacité, de cette inventivité que les personnes mettent en œuvre. Mais ça se voit tous les jours dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les usines. Alors, tout le monde sait que si on se contente d'exécuter les ordres, on appelle ça la grève du zèle, hein, si on se contente d'exécuter strictement les consignes, la production s'arrête. Ça ne peut pas marcher. Si l'infirmière à l'hôpital fait exactement tous les gestes, uniquement les gestes qui lui sont prescrits, le service va disjoncter très rapidement. Alors à propos de la reconnaissance du travail et de la reconnaissance plus exactement, pour rejoindre ce que vous disiez, de son propre travail, je voudrais vous citer un extrait du rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui est apparu le 19 mars dernier au sujet du management français et du modèle de management français. Ce rapport dit « En France, les pratiques managériales apparaissent plus verticales et plus hiérarchiques que chez ses voisins européens. La reconnaissance au travail est plus faible et la formation des managers plus académique. » C'était des comparaisons qui étaient établies avec l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande et la Suède. Bertrand Martineau, est-ce qu'il y a un problème dans le management français, justement, dans ce modèle-là, qui entraverait l'émancipation des travailleurs et des travailleuses français? Alors oui, on a beaucoup d'études, notamment européennes, qui confirment que le management, il y aurait un management à la française qui, effectivement, laisserait moins de marge de manœuvre aux salariés et générerait plus fréquemment qu'ailleurs des situations de stress, en fait, de stress au travail. Effectivement, voilà. Donc, alors après, on peut se poser la question de la question de la formation initiale, peut-être des managers, de l'insuffisance marge de manœuvre, peut-être des managers intermédiaires qui souffrent beaucoup puisqu'ils sont pris dans des injonctions contradictoires. Il semblerait qu'il y ait effectivement des spécificités françaises qui expliquent peut-être aussi. Alors, à ceci s'ajoutent des carences dans la gestion RH de certaines populations et en particulier des seniors, qui peut expliquer en partie pourquoi en France la question des retraites est aussi sensible aussi, parce qu'il y a entre autres choses, c'est un sous-ensemble mais qui pèse assez lourd dans le débat public. Il y a un sous-ensemble soutenabilité du travail pour les plus âgés. Le système se renforçant d'ailleurs, c'est-à-dire que la possibilité de partir en retraite très tôt fait que les entreprises font peu d'efforts, et comme elles font peu d'efforts, c'est dramatique de partir plus tard. Vous voyez la trappe dans laquelle on s'est retrouvé. Thomas Coutreau, pour vous, c'est un problème pour l'émancipation, là encore, ce modèle de management à la française? Alors, c'est vrai qu'on a un management particulièrement vertical en France. On a aussi un régime politique particulièrement vertical, hein, une sorte de monarchie républicaine qui déteint, je dirais, à tous les niveaux de l'organisation sociale, dans les collectivités locales, mais aussi dans les entreprises, où cette figure du chef omniscient et omnipotent est extrêmement répandue. Hein. Il y a les ingénieurs, une espèce de culte du savoir technique, du savoir théorique, à distance du travail réel, qui veut surtout pas trop connaître les aléas du travail réel. Dans le cambouis. Oui, parce que c'est un peu, voilà, ça déroge au modèle, et c'est des erreurs finalement. Tout ce qui est aléa, tout ce qui est imprévu, c'est de l'ordre de l'erreur, et c'est condamné en tant que tel par la pensée technique dominante. Et on a aussi donc cette verticalité du pouvoir extrêmement présente. Ça se complète, hein, cette culture d'ingénieur et cette verticalité hiérarchique se complètent pour faire un modèle effectivement de management très rigide et qui laisse très peu de place à l'écoute du travail réel et à l'attention portée aux besoins des salariés pour bien faire leur travail. Une philosophe essayiste, Julia De Funès, elle s'exprime au sujet des différences de perception du travail et de ses enjeux au point de vue des générations. Pour ma génération et les précédentes, le travail constituait une finalité à part entière, une raison d'être à part entière. On avait un beau travail, on avait réussi sa vie. Aujourd'hui, cette logique-là, notamment pour les plus jeunes générations, ne marche plus du tout. Je vais partir d'un exemple très concret. J'étais il y a quelques temps dans une grande entreprise. Le manager de l'entreprise me dit « J'ai un homme de 50 ans dans cette équipe. Son travail, c'est un marqueur identitaire très fort. » Et dans la même équipe, me dit ce manager, j'ai un garçon de 25 ans qui me dit « Moi, je travaille pour faire le tour du monde avec ma copine dans 2 ans. C'est uniquement pour ça que je bosse. » Donc, vous voyez bien que dans le premier
premier cas, le travail est une finalité à part entière, un marqueur identitaire très fort, et dans le deuxième, le travail est un moyen pour s'épanouir dans l'existence. Mais qui est-ce qui donne le plus de sens à son travail? Et c'est ça le paradoxe aujourd'hui, c'est que c'est pas le premier, mais c'est le deuxième. Donc le gros paradoxe et le changement de paradigme auquel on assiste aujourd'hui dans les entreprises, c'est que pour faire sens, le travail doit concéder à n'être qu'un moyen au service de l'existence, alors qu'on a eu tendance depuis des années à le positionner comme une finalité à part entière. Bertrand Martineau, si je suis l'avis de ce jeune travailleur, pourquoi, après tout, l'émancipation devrait-elle passer par le travail? Pourquoi ne porterais-je pas mon émancipation en dehors du cercle strictement professionnel? Alors d'abord, le travail ne résume pas la vie, évidemment. Simplement, il y a deux dimensions du travail qui sont irréductibles. C'est que le travail est une activité humaine par laquelle on se construit individuellement et socialement. Et ça, c'est assez irréductible à l'activité humaine. Il y a des sociologues qui expliquent d'ailleurs qu'une société sans travail ne serait d'ailleurs pas une société. Enfin, on serait dans autre chose qu'une société humaine. Donc, c'est intrinsèque à la nature humaine. Il n'y a que les humains qui travaillent au sens où on est en train de discuter. C'est un peu comme le langage, d'une certaine manière. Donc, c'est une première chose. Donc, il y a une dimension anthropologique au travail, très clairement. Et puis, accessoirement, le travail, ça permet de gagner sa vie et ça permet à ce jeune homme de faire le tour du monde avec sa copine s'il le souhaite. Mais s'il veut faire un tour du monde, il va falloir qu'il soit rémunéré pas mal parce que ça coûte un peu cher. Et donc, il va falloir qu'il travaille quand même beaucoup. Et puis, les salaires en France ne sont pas très élevés. Donc, il va falloir qu'il travaille. Et qu'il se forme, qu'il travaille, etc. Donc, il y a cette dimension rémunération quand même. Mais pardonnez-moi, mais pour ce jeune-là, le travail n'a pas l'air émancipateur en soi. C'est seulement un moyen pour faire ce tour du monde. Alors, pour lui, peut-être, il n'est pas émancipateur, mais les sondages qu'on a fait, notamment dans le cadre de l'Institut Montaigne, ne montrent pas une fracture de génération de ce point de vue-là qui soit... c'est important de le dire, ça, alors. Franchement, et il y a encore d'ailleurs une étude de l'Institut Montaigne qui date d'il y a quelques jours, qui est sortie sur le rapport des jeunes au travail plus spécifiquement. Et les jeunes s'engagent dans le travail. Pour eux, c'est quelque chose d'important. Simplement, la grande différence par rapport aux autres générations, c'est qu'ils ont une volonté d'autonomie qui n'est pas forcément compatible avec les cadres juridiques, les habitudes, les conventions collectives, les façons et le management à la française. Donc, ils sont pour des horaires flexibles. Ils sont prêts à travailler beaucoup. Ils ont d'ailleurs une vision beaucoup plus poreuse des relations entre travail et non-travail que leurs aînés, c'est-à-dire qu'ils acceptent parfaitement finalement qu'il y ait des zones grises entre le travail et le non-travail. Alors là, en droit du travail, évidemment, on se casse la tête, on se casse la tête sur les sujets, évidemment, parce qu'on est encore un peu juridiquement dans la civilisation de l'usine. Il y a c'est binaire, c'est le loisir et le travail. Les jeunes, ils ont une vision un peu plus fluide des choses souvent. Et donc, il n'y a pas cette fuite par rapport au travail du côté des jeunes. Je crois qu'on ne peut pas dire ça. En tout cas, c'est pas du tout ce qui transparaît des sondages. Et franchement, la vision du jeune un peu paresseux, etc., franchement, c'est toujours ce que je me dis. En 1968, il y avait des chefs d'entreprise de 65-70 ans qui avaient fait la guerre de 14 et ils voyaient arriver des oiseaux de 18 ans, 20 ans, avec des cheveux longs qui étaient maoïstes. Je pense que le conflit des générations à cette époque-là était sans doute encore plus important qu'aujourd'hui. Donc, c'est une vieille idée, la question du conflit de génération. Ça a toujours existé. Oui, c'est même un poncif un petit peu lancinant qui est souvent utilisé d'ailleurs par les chefs d'entreprise pour nous expliquer aujourd'hui, non, mais les jeunes ne veulent plus travailler, ils n'ont plus le même rapport au travail. Autrefois, on s'investissait dans son boulot, maintenant les gens veulent zapper. Ils sont pourtant aux premières loges, j'allais dire, pour constater dans leur recrutement le rapport de ces jeunes au travail. Alors, ce que montrent les enquêtes sociologiques, et y compris l'étude publiée récemment par l'Institut Montaigne, c'est que les jeunes ont des attentes très fortes par rapport au travail. Ils attendent en matière de possibilités de développement, d'apprentissage, d'expression, d'utilité sociale. Ils ont les mêmes attentes que leurs aînés. Simplement, ces attentes sont déçues. Et sont particulièrement déçues pour les jeunes, parce que l'organisation, les tâches qu'on leur confie, on peut progresser ensuite en carrière, aboutir à des emplois un peu plus intéressants, mais au début, c'est souvent des tâches assez routinières, assez peu qualifiées. Et donc, ils sont particulièrement déçus par le travail qu'on leur propose. Mais ce qui n'était pas le cas de leurs aînés dans les années 60-70, quand on commençait chez Ron Poulenc, par exemple, on ne commençait pas par des tâches rébarbatives également. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, l'amour du travail chez les jeunes des années 70 ou 80, c'est un peu une plaisanterie, quoi. Donc, on est vraiment dans un discours un peu rituel, mais qui est
un peu dénué de sens et dénué de profondeur sociologique et historique sur cette question du rapport des jeunes au travail. Bon, Bertrand Martineau, comment est-ce qu'on augmente alors l'émancipation au travail? Parfois, ça doit passer. Est-ce que ça doit passer par les responsabilités, par le sens, par les conditions, par la coopération? Éclairez-nous. Alors déjà, il y a une dimension économique à tout ça. On a fait qu'effleurer le sujet, mais enfin, il y a une différence entre les travailleurs des années 70 et 80 et les travailleurs d'aujourd'hui. C'est que dans les années 70-80, les salaires réels corrigés de l'inflation augmentaient de 2,5% par an, voire 3% par an. Aujourd'hui, ils progressent de 0,5-0,6% ces 20 dernières années quand même. Bon, donc ça veut dire concrètement que dans les années 70, quelqu'un qui était mal payé avait quelques bonnes raisons d'espérer qu'il allait pouvoir s'acheter peut-être une maison à terme, et que ses enfants, a fortiori, seraient encore plus riches que lui. Aujourd'hui, dans le système actuel, cette promesse que faisait le travail dans les années 70 ou dans les 30 Glorieuses n'est évidemment plus réalisée. Les perspectives de progression de salaire ne sont pas énormes. Quant aux jeunes, avec le système par retraite qu'on a, ils savent d'ores et déjà qu'ils vont avoir à payer énormément, cotiser plus longtemps que leurs aînés, pour avoir une retraite beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Voilà pour le constat déprimant. Donc là, on n'est pas dans la sociologie, on n'est pas dans la philosophie, on est quand même dans quelque chose de concret qui va bien falloir essayer d'améliorer les choses. Donc il y a tout, alors c'est pas l'objet de l'émission, mais il y a tout un arrière-plan de dégradation et j'ose dire de déclin économique relatif qui va bien falloir traiter. Bon, et donc ce que peut faire un gouvernement sur ces sujets, évidemment, c'est d'améliorer, ça ne se fait pas par un coup de baguette magique, mais essayer de redonner un peu de pouvoir d'achat en diminuant un peu la pression qui s'exerce aujourd'hui sur le travail, la pression fiscale ou sociale. Alors je sais qu'il y a des syndicats qui disent oui, mais c'est pas grave parce que tout ça c'est du revenu différé. Oui, c'est peut-être du revenu différé, mais enfin globalement vous avez une contrainte de pouvoir d'achat, vous avez du mal à boucler votre fin de mois. C'est ça, libérer le travail? Non, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Mais enfin, on a un problème de salaire dans ce pays et toutes les études commencent par ça. Certes, il y a une quête de sens, certes, il y a de la pénibilité, certes, il y a tout ce que vous voulez. Mais enfin, le problème numéro 1 quand même des travailleurs français aujourd'hui, c'est quand même les rémunérations qui sont globalement insuffisantes et qui surtout progressent quand même assez peu. Thomas Coutreau, vous convergez, j'allais dire, pour s'émanciper, il faut être payé mieux d'abord? Alors, je pense que le problème du pouvoir d'achat est un problème réel, notamment pour les catégories populaires, pour le SMIC, effectivement, ou aux alentours du SMIC, c'est quand même très difficile de boucler les fins de mois. En particulier pour les temps partiels sans même parler des temps partiels, bien sûr. Alors, après, l'idée de réduire, d'augmenter les salaires nets en réduisant les cotisations sociales, c'est bien joli à court terme, mais ça plombe le financement de la protection sociale à long terme, et on sait bien que le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine, c'est la protection sociale, c'est la retraite, c'est l'assurance maladie. Et donc, après, en voulant privilégier, comme le font souvent les candidats ou les hommes politiques de droite, voulant privilégier le pouvoir d'achat à court terme par rapport au financement de la protection sociale, on précarise dramatiquement l'avenir des catégories populaires. Et alors, je voudrais surtout dire que, au-delà, redonner du pouvoir d'achat, certes, mais c'est surtout redonner du pouvoir d'agir qu'il faudrait mettre à l'ordre du jour. Du pouvoir d'agir sur le travail. Parce que c'est là que se pose véritablement la crise du travail aujourd'hui. L'épidémie de troubles psychiques au travail, de troubles musculo-squelettiques, de maladies professionnelles, etc., tout ça a une racine très profonde dans la perte de sens du travail, la répétitivité, la perte d'autonomie au travail, tous ces modes de management aujourd'hui qu'on a essayé de décrire tout à l'heure et qui reposent sur l'ignorance du travail réel. L'ignorance assumée, organisée par les managers de ce qui se passe vraiment dans le travail. Et donc, le point essentiel aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de redonner du pouvoir d'agir et de s'exprimer aux travailleuses et aux travailleurs sur leur travail. Et alors, il y avait quelque chose de très bien qui avait été inventé par la gauche dans les années 80, le droit d'expression des salariés sur leur travail, qui est toujours dans le Code du travail d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il faudrait réactiver de façon urgente le droit d'expression des salariés sur leur travail, et le réactiver non pas en appliquant la loi Auroux telle qu'elle avait été votée en 82, parce qu'elle était pleine d'insuffisances, et en particulier ce que montrent les études sur les groupes d'expression, c'est qu'ils ont été rapidement désertés par les salariés du fait que c'était les managers qui organisaient la discussion. Et donc, la parole n'était pas libre, et les discussions... On va le faire sans eux alors.
Et voilà, donc ce que nous proposons, c'est mixité sociale. C'est un droit d'expression organisé par des élus du personnel, dans un premier temps, par des délégués élus spécialement pour ça. Nous, on propose d'appeler ça les délégués au travail réel. Donc d'organiser ces élections de délégués de proximité qui seraient chargés d'animer la discussion dans les collectifs de travail sur comment on travaille, pourquoi on travaille, quelles sont les conséquences de notre travail, y compris sur l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas travailler autrement, réduire l'impact écologique de notre travail? Ça concerne beaucoup de gens qui se posent ces questions et qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de réfléchir aux solutions qu'ils pourraient proposer. Alors que l'intelligence, l'expérience, les connaissances, les savoirs, ils les ont. Bertrand Martineau, une réaction sur cette idée, sur cette proposition, en quelques mots, car je voudrais aborder un dernier sujet avant la fin de l'émission. Ouais, tout ça n'est pas contradictoire. Le pouvoir d'agir, c'est avoir du pouvoir d'achat, parce que quand vous êtes un smicard, demi-smicard, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir d'agir. Moi, j'irais très au-delà de Thomas Coutreau. Je pense qu'au-delà de la question de l'expression des salariés tels qu'ils le présentent au sein des entreprises, je crois qu'il y a un sujet de management, il y a un problème d'organisation du travail. Et malheureusement, le sujet est souvent mal pris en charge par les syndicats qui sont beaucoup plus à l'aise sur les questions un peu traditionnelles de conditions de travail, durée du travail, salaire, mais sont parfois mal équipés pour, notamment avec les jeunes qui sont peu syndiqués, il faut bien le dire, pour essayer d'améliorer cette question du management au quotidien qui est vraiment un des sujets importants pour une plus grande émancipation du travail. Vous tissez, Thomas Coutreau, des liens surprenants et passionnants sur travail, émancipation au travail et décision, choix politique. Je vous cite dans cette interview que vous avez donnée pour le journal L'Humanité, vous dites « Le fait de ne pas pouvoir donner son avis sur son travail lors de réunions régulières est clairement associé à une propension beaucoup plus forte à voter Rassemblement national. Exactement plus 10 points, même toutes choses égales par ailleurs, selon le diplôme, selon le métier. » Fin de citation. Comment se fait-il justement que l'un et l'autre soient liés selon votre régression linéaire? Oui, c'est une étude statistique que j'ai menée avec les enquêtes conditions de travail couplée avec les résultats électoraux par commune. Et effectivement, on constate que le vote Rassemblement national est lié à l'impossibilité de s'exprimer sur son travail lors de réunions organisées avec les managers ou avec éventuellement les délégués du personnel. Eh bien, ça renvoie à un mécanisme bien connu en philosophie politique, qui est le sentiment d'être impuissant, de ne pas avoir la parole, d'être méprisé au quotidien dans son travail. Ça génère de la souffrance, de la rancœur, qui peut se traduire par des affects politiques autoritaires, de se confier à une personnalité charismatique qui va résoudre tous les problèmes. Et ça sape les fondements même des affects démocratiques qui font qu'une société peut avoir une démocratie vivante. C'est quand les gens se sentent responsables de leurs actes, se sentent en pouvoir sur leur vie. Or, les modes actuels d'organisation du travail, l'autoritarisme au travail, sapent les fondements même de cette culture démocratique. Bertrand Martineau, surpris par ces répercussions? Non, je ne peux qu'approuver. Je pense qu'on ne construit pas une démocratie avec des citoyens éclairés et sur la base de travailleurs frustrés. Et c'est d'ailleurs pour ça, on disait au début qu'il était bien dommage que dans le paysage, il n'y ait pas de discours politique sur le travail et qu'une partie du champ politique qui était traditionnellement, dont la raison d'être était plutôt quand même de la question du travail, on va dire la gauche pour simplifier, et déserter en fait ce champ-là finalement pour d'autres types de revendications. Et donc je pense que ça fait partie des failles de la démocratie politique, c'est d'être assis sur un monde du travail qui globalement, alors même que les gens ont une vision très importante du travail, sont globalement assez frustrés par ce qui se passe. Merci à tous les deux de ces explications. Thomas Coutreau, statisticien, économiste du travail. Bertrand Martineau, économiste, expert à l'Institut Montaigne sur les sujets sociaux. Merci encore à tous les deux.